Donc, le cluster est adapté pour des problématiques qui sont pour des problématiques ou pour des calculs ou encore pour des algorithmes qui sont euh, parallèlement embarrassants. On dit en anglais embarrassingly parallel. Parallèlement embarrassant ne veut pas dire que ce sont des problèmes ce sont des calculs ou ce sont des algorithmes qui sont difficiles à paralyser. Non, ça veut dire que ce sont des calculs, ce sont des calculs qui sont faciles, qui sont simples à découper en tâches indépendantes. Okay? Le cluster en share nothing tel que nous montrons là, c'est un cluster, c'est une architecture, c'est une configuration qui ne fonctionne bien ou qui ne fonctionne que pour des problèmes qui peuvent être découpés en tâches parallèles indépendantes. Si les tâches parallèles ne sont pas indépendantes, alors vous ne pouvez pas utiliser ce cluster. Si je reviens sur mon exemple de la variance, si vous calculez la variance de ce, par exemple, pourquoi est-ce que je dis que la variance ne peut pas être utilisée, on ne peut pas utiliser ce cluster pour calculer la variance? Parce que si vous calculez la variance de cette partie, ensuite la variance de cette partie séparée, et la variance de cette partie, ça ne donne pas, et que vous la sommez, vous sommez les trois variances, ça ne donne pas le même résultat que si vous calculez la variance unique des trois en même temps. Ok, donc le système ou là, le cluster indépendant, le cluster dans lequel les ressources ne dans lequel les pistes ne partagent, les nœuds ne partagent aucune ressource en commun, qui est le mode par défaut, sont des clusters qui sont uniquement adaptés pour les tâches, pour des tâches indépendantes, pour des calculs indépendants, pour le traitement parallèle indépendant. Donc là, on est sur du parallélisme indépendant, conforme différemment ou alors à la différence du parallélisme trading ou multitrading, des Core i3, des processeurs multicœurs, des processeurs qui comportent plusieurs unités de calcul. Dans les processeurs qui comportent plusieurs unités de calcul que nous avons expliqué, les résultats sont, les problèmes sont parallélisés, mais les ressources se partagent, du moins, les unités de calcul du processeur se partagent la même mémoire. Et coordonner les ressources, coordonner le partage des ressources entre 3 unités de calcul, 4 unités de calcul, 5, 6, 7 unités de calcul, c'est vraiment pas du tout évident. Vraiment, mais vraiment pas du tout évident. Okay? C'est plus simple lorsque aucune ressource ne partage. Il suffit simplement de prendre le problème, prendre les données, découper les données en tâches, découper les données en fait en plusieurs morceaux, affecter les morceaux à chaque nœud de calcul et exécuter votre programme classique. Ok, vous exécutez simplement votre programme classique qui est séquentiel, lui, sur la donnée. On dit là que vous êtes en train d'exécuter une tâche. En fait, le problème qui est exécuté, votre boucle que vous allez exécuter là, chaque fois que la boucle sera exécutée là, là et là. Maintenant, cette boucle-là, en fait, sera chaque instance d'exécution de la boucle s'appelle une tâche. Et cette tâche est indépendante de cette tâche et elle-même est indépendante de celle-ci. C'est pourquoi à la fin, comme les résultats sont indépendants et donc commutatifs, à la fin, il suffit d'additionner leurs résultats comme ça pour obtenir le résultat global. Ok? Tous les algorithmes, tous les calculs ne se prêtent pas à ce mécanisme. Tous les calculs ne sont pas commutatifs. Tous les calculs ne sont pas indépendants comme cela. Donc, ce modèle dans lequel on parallélise les calculs, indépendants en tâches parallèles, est appelé le MapReduce. MapReduce parce que au départ, je ne vais pas entrer dans les considérations du MapReduce parce que vraiment, à ce stade, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, en fait, c'est l'architecture du cluster. À cause de l'architecture du cluster,
les traitements, vous comprenez que les traitements doivent être indépendants. Si les traitements ne sont pas indépendants, alors vous ne pourrez pas utiliser le cluster. À un moment donné des traitements, tout le calcul va être centralisé sur une seule machine et vous allez perdre le bénéfice du parallélisme massivement parallèle. OK? Ou du parallélisme massif. En fait, c'est ça. Donc, le MapReduce, lui, il est juste le modèle, c'est le modèle de calcul ou le modèle algorithmique qui permet justement de prendre un problème et de le découper en tâches parallèles indépendantes. Donc, voilà donc comment est-ce que les traitements sont exécutés dans un cluster. Nous allons maintenant voir comment est-ce que le traitement s'effectue dans un comment est-ce que le stockage, autant pour moi, comment est-ce que le stockage de données s'effectue dans un cluster? Parce que vous vous rappelez que ici, le stockage était simple. C'était centralisé sur le serveur ici. Mais ici, comme chaque PC a son disque dur, comment on fait pour gérer? Comment on fait pour stocker les données entre des milliers de disques durs? C'est à cette question que nous allons répondre maintenant. Alors, pour gérer le stockage des données dans un cluster, ce qu'on fait en fait, c'est qu'on installe sur le cluster, dans le système d'exploitation du cluster, une couche d'abstraction. Une couche d'abstraction. Cette couche d'abstraction va masquer les disques durs, du système et va présenter à l'utilisateur tous les disques durs de chaque nœud, les disques durs en fait de chaque nœud comme un seul disque. Donc vous, le client qui est ici, lorsque vous vous connectez au cluster, vous vous connectez en réalité au système de fichiers, vous vous connectez en fait à l'abstraction là, à la couche d'abstraction de stockage. Cette couche d'abstraction de stockage vous donne l'impression que voilà que vous êtes en train d'utiliser un seul disque dur, alors qu'en réalité, il y a plusieurs disques durs qui sont utilisés. Alors, nous allons illustrer en fait la couche d'abstraction. Parce qu'en informatique, le relais entre le disque dur et le système d'exploitation et l'utilisateur se fait à l'aide de ce qu'on appelle un système de fichiers. D'accord? Le système de fichiers est la couche d'abstraction qui va masquer le disque dur, les opérations internes du disque dur à l'utilisateur. L'utilisateur, lui, a l'impression qu'il utilise des dossiers, alors qu'en réalité, ce ne sont pas des dossiers. Nous allons illustrer ça avec un exemple simple de mon ordinateur. Je vais vous montrer. Alors, je vérifie juste que le. Je vais vous montrer comment est-ce que le disque dur fonctionne. Alors, je suis là sur mon PC, d'accord, le PC que j'utilise pour tourner cette format, pour enregistrer là, cette session. Alors, là, c'est mon PC personnel. Donc, bon, j'ai un disque dur, en réalité, j'ai un disque dur de, je pense, 500... j'ai un disque dur de, je pense, 1 Tera, oui, 1 Teraoctet. Je l'ai divisé en plusieurs partitions, en 4 partitions, mais c'est le même disque dur. Alors, je vais regarder les propriétés du disque dur. Vous voyez que voici le disque dur. Regardez que ici, le système de fichiers qui est installé sur mon disque dur, c'est le NTFS. D'accord? Le NTFS est la couche d'abstraction qui va présenter le disque dur, qui va me présenter le disque dur sous forme de dossier. Donc moi, quand je travaille avec le disque dur, ce que je vois, ce sont des dossiers comme ça. J'ai l'impression que les données sont stockées, ordonnées comme ça, sous forme de... Les fichiers sont ordonnés, stockés dans une arborescence de dossiers. Ok? J'ai cette impression-ci, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, pourquoi? Parce que le disque dur est un appareil électronique. Et en tant que tel, il ne connaît que les 0 et 1. Toutes les informations que vous stockez, tous les fichiers que vous stockez, au final, dans le disque dur, sont enregistrés sous forme de 0 et 1. Même dans les disques durs flash, les SSD, les données sont même dans les mémoires flash. Les mémoires flash sont des composés électroniques. Les composés électroniques convertissent l'électricité en signaux 0, 1, 0, 1, 0, 1.
Donc, toutes les données sont stockées sous forme de 01010101. D'accord? Par contre, c'est grâce à la couche d'abstraction, grâce au système de fichiers, que vous ne voyez pas ça. Le système de fichiers masque en fait toute cette complexité et affiche le disque dur comme ça, comme des dossiers. Ce qui vous permet d'utiliser votre ordinateur facilement. Donc, c'est pareil dans un cluster. C'est pareil dans le cluster. Dans le cluster, ça ne sera pas un système de fichiers, mais ça sera un système de fichiers distribué. DFS, Distributed File System ici. Ok? Donc, si je n'étais pas dans un cluster, ici, j'aurais simplement mis File System. Et au lieu de mettre les ordinateurs à l'extérieur comme ça, j'aurais pris la bande bleue si j'aurais mis ça quelque part ici, à l'intérieur, ici. Donc, client node, c'est la machine du client, c'est la machine de l'utilisateur, la machine à partir de laquelle vous accédez à l'utilisateur. Donc, vous avez le système de fichiers distribué qui est installé, le client système de fichiers distribué qui est installé. Maintenant, le système de fichiers distribué, lui, va masquer tous les disques durs de l'architecture, tous les disques durs du cluster. Il va vous présenter ça comme un pool, donc comme un grand dossier. D'accord? Maintenant, behind the scene, ou en catimini ou derrière les rideaux, en réalité, ce qui se passe, c'est que le cluster possède une machine, dès que dans le cluster, il y a une machine qui est dédiée pour stocker ce qu'on appelle l'image du système de fichiers. L'image du système de fichiers, c'est quoi? C'est une table de référence qui, pour chaque fichier, indique la position ou l'adresse exacte du fichier. D'accord? Vous, quand vous voulez stocker votre fichier, par exemple, vous vous connectez, vous voulez stocker le fichier test, par exemple, et vous le stockez dans user/hadoop, vous le stockez dans ce répertoire-ci. Vous, ça, c'est ce que vous voyez. OK? Ici, c'est ce que vous voyez. Mais derrière le HDFS, la couche d'abstraction, lui, il va en fait maintenir dans une machine l'image du système de fichiers. Il va maintenir ce qu'on appelle les métadonnées, donc l'adresse de chaque fichier qui est stocké dans le HDF, dans le système de fichiers. Donc, il va vous dire, il aura la table de référence dans laquelle il va enregistrer l'endroit où chaque partition des données est stockée. Parce que quand vous stockez les données dans un cluster, le fichier est en général partitionné et distribué. Les différents morceaux de votre fichier sont distribués entre le disque dur de plusieurs nœuds. Et ça, c'est géré par la couche d'abstraction distribuée là, le système de fichiers distribué. D'accord? Là, par exemple, j'ai considéré que le fichier test que j'ai stocké là, il est enregistré dans 3 machines. Une partie enregistrée ici, une partie enregistrée ici, et une partie enregistrée là. OK? Le fichier qui est enregistré dans le projet livre, moi ça c'est ce que je vois, il est enregistré dans ici et ici. Le fichier musique DCX, lui j'ai considéré qu'il est enregistré ici et ici dans le nœud 3 et dans le nœud 1 et dans le nœud 3. Les nœuds là sont les nœuds calcul. Hein. Le nemnode là, ce qu'on appelle nemnode, c'est toujours un PC. C'est l'un des PC. Alors si vous remarquez, nous l'avions mis ici. En fait, c'est ça, on l'appelle nœud de référence. Ce n'est pas un nœud particulier. Ok? Ce n'est pas un nœud particulier. En fait, c'est l'un des nœuds du cluster qui est en fait basculé en architecture maître-esclave. Il est placé en maître sur le cluster. Ok? Il est placé en maître sur le cluster. Et quand il est placé en maître sur le cluster comme ça, lui, il va stocker, comme il est extérieur du coup au cluster, il fait partie du cluster, mais il est séparé. En fait, il est placé en maître. Il est placé comme un maître. Et du coup, lui, il va donc stocker la table de référence qui va indiquer la position de chaque partition dans le HD, dans les disques durs. D'ailleurs, vous dites que votre fichier test là, lui, il maintient ça en interne. Vous n'êtes pas au courant de ceci. Les développeurs ont accès à l'API. Lorsque par le développement, vous manipulez l'API de la couche du système de fichiers distribué, vous avez accès au FS image. Mais l'utilisateur final, lui, n'a pas accès. Donc, il ne sait pas ceci.
Donc, derrière, vous avez ces métadonnées, vous avez les métadonnées, vous avez la table de référence qui vous indique la position de chaque morceau de données ou chaque fichier enregistré avec ses différentes réplicas. Parce que les fichiers sont répliqués. Vous voyez, par exemple, ici, fichier 1, fichier 1, fichier 1. Les fichiers sont répliqués, en fait, dans les nœuds pour la tolérance au panne. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que chaque fichier, chaque nœud de calculation, chaque nœud, d'accord, qui stocke les données, va envoyer, en fait, le nœud de référence, le nœud qui contient la table de référence, va envoyer un ping. On appelle la heartbeat call. En fait, c'est battement de cœur. Le battement de cœur, c'est l'appel de battement de cœur, c'est pour savoir si son cœur bat. En fait, c'est comme le nom l'indique, battement de cœur. Est-ce que le cœur de la machine bat? En réalité, c'est juste un ping réseau. Un ping réseau, c'est une commande. Le ping, c'est une commande en fait, une commande shell qui vous permet de demander, qui vous permet d'interroger une machine, une adresse IP particulière. Elle permet de savoir si la machine, si l'adresse IP répond. D'accord? Si l'adresse IP ne répond pas, vous saurez que soit la machine est en panne, soit la machine a un problème. Donc, en fait, c'est le but ici. La machine de référence, la machine qui contient la table de référence là, va à chaque intervalle de temps, peut-être la minute, peut-être les 5 minutes, envoyer un ping à chaque machine qui stocke les données, et celles-ci vont répondre. Si elles ne répondent pas, le name-node, le système sait automatiquement que la machine est tombée, donc la machine est en panne, et donc les copies, les données qu'elle contient ne sont pas disponibles. Du coup, il va donc chercher dans sa table de référence, en fait, les données qui étaient stockées là, où est-ce qu'elles sont répliquées. Parce qu'il stocke aussi là, même si je n'ai pas mis la main, en fait, il stocke aussi ça. Donc, il sait où est-ce que chaque réplica des données qui sont stockées ici, en fait, sont. Où est-ce que les réplicas sont redondés. Donc, il va aller dans cette machine. Et du coup, c'est ça qu'on appelle tolérance aux pannes. Du coup, les pannes le système est tolérant aux pannes. En cas de chute, en cas de problème avec une machine, vous, l'utilisateur, vous n'êtes pas au courant parce que le système de fichiers distribués gère cela automatiquement. OK? Donc, lorsque vous faites donc la requête, vous faites une requête, vous dites, OK, moi, je vais ouvrir mon fichier test. Vous double-cliquez sur le fichier test parce que pour vous, c'est un dossier. Quand vous double-cliquez sur le fichier test, le système de fichiers distribués vient, il accède, vous faites la requête, vous l'ouvrez. Il vient ici, de metadata, il regarde metadata, il regarde en fait où est le fichier test là, il regarde où est-ce que les données du fichier test là sont, dans quel nœud est-ce qu'ils sont stockés, là 1, 2, 3, il va donc faire la requête aux 3 nœuds, c'est quoi, vous voyez les flèches ici, ok, il va faire la requête, il va donc venir ici récupérer les données correspondantes. Ok, bon là il y a un pipeline, c'est pas nécessaire que vous compreniez ça maintenant. C'est pas nécessaire en fait dans le fonctionnement, ça c'est un peu plus avancé. Mais là c'est le principe global que j'explique. Donc il va donc regarder, il va donc récupérer les données en fonction des informations, la table de référence, il va vous présenter. Donc tout cela se passe de façon transparente. Vous avez juste l'impression que voilà, c'est le fichier stocké dans un endroit, mais en réalité non, le fichier n'est pas stocké dans un endroit. Il est géré de façon transparente par le système de fichiers distribués. Le système de fichiers distribués d'Hadoop en particulier, pourquoi est-ce que j'ai séparé depuis, je n'ai pas parlé du système de fichiers distribués d'Hadoop pour que vous le fassiez, pour que vous ne le confondez pas. Ok? Le système, ça c'est le principe, c'est le mécanisme de fonctionnement du stockage distribué dans un cluster, indépendamment de la technologie. C'est comme ça que ça fonctionne. Pareil ici, le parallélisme, le découpage des tâches, des calculs en tâches parallèles indépendantes, c'est le principe global. Donc, toutes les technologies qui vont venir être développées vont fonctionner selon ce principe-là. Ok? C'est pourquoi je n'ai pas parlé depuis d'une technologie. Donc là, le système de fichiers Hadoop qui implémente tout ce flow de fonctionnement, tout ce flux de fonctionnement est appelé le HDFS. Hadoop Distributed File System. Hadoop Distributed File System. Vous mettez juste Hadoop ici et DFS, c'est tout.
D'accord? Il existe plusieurs systèmes de fichiers distribués, mais bon, Hadoop, quand vous installez Hadoop, comme Hadoop est la plateforme la plus mature de Big Data actuellement, vous allez installer avec son HDFS. Donc voilà. Alors, petite remarque, vous pouvez stocker une donnée par le HDFS ou alors vous pouvez directement choisir de stocker les données dans le disque dur de référence d'une machine précise. C'est important parce que dans la pratique, lorsque vous faites des développements, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le HDFS, le système de fichiers distribué. Vous pouvez stocker votre donnée directement dans le disque dur. Vous pouvez dire, bon, moi je vais stocker mon fichier dans le nœud 1 directement. Ok, mais bon, je vous dis cela parce que bon, dans les développements, ça a un impact, mais bon, ça n'a pas d'intérêt en fait d'utiliser un cluster et après de stocker les données dans un seul nœud. Tout comme ça n'a pas d'intérêt de ne pas paralyser, d'avoir un cluster et d'exécuter tous les calculs dans une seule machine précise. Parce que vous pouvez aussi le faire. Vous pouvez diriger tous les calculs dans une machine précise. Donc, voilà globalement expliqué l'approche de stockage et l'approche de traitement et l'approche de stockage des données dans un cluster. Nous allons maintenant parler d'Hadoop. Nous allons présenter de façon nous allons donner un panorama, une vue panoramique en fait des technologies du big data. Ok, technologie big data, parce que là, comme vous expliquez ça, ces deux éléments-là forment la fondation des clusters, de l'approche de traitement massivement parallèle. Et donc, toutes les technologies du big data qui vont s'appuyer sur un cluster vont fonctionner selon ces deux approches-là, d'un point de vue stockage et d'un point de vue traitement. C'est pourquoi c'est important, c'est fondamental de comprendre ceci, indépendamment des technologies. Quand vous comprenez ceci, vos compétences sont indépendantes des technologies qui les implémentent. Donc, on se dit à tout à l'heure pour la vision panoramique des technologies du big data. Merci.